The winner is Joseph L. Mankiewicz. Frank Capra. Delia Kazan. David Lean. Francis Ford Coppola. Akira Kurosawa. Sidney Pollack. Jane Campion. Robert Zemeckis. Steven Spielberg. Martin Scorsese. Guillermo del Toro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier vrai épisode du Studio 7, pour pas compter le dernier qui était qu'un épisode de présentation. Alors il fait beau, tout le monde est content, on est bien, et donc je suis réuni avec l'équipe habituelle du Studio 7. Pauline, on fait partie. Pauline, comment tu vas ? Bah ça va bien, aujourd'hui j'ai regardé un film d'Eric Rohmer qui s'appelle L'ami de mon ami, et comme t'as dit il fait beau et ça va parfaitement avec le temps, et donc je suis très heureuse. Ouais, bah nickel. Il y a aussi Louis qui est là. Salut à tous, moi ça va très bien aussi, je suis très content aussi en ce moment, je lis plein de livres, je regarde plein de films, tout va bien. Et bah super, au son, on a toujours le magnifique Frigo. Comment tu vas Frigo ? Écoute, ça va, il fait beau, je suis sur pas mal de projets en ce moment, tout avance, donc c'est cool. T'es un quel homme. Et moi bah, c'est Deka, donc comme d'habitude on est 4. Et toi Deka, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va plutôt bien, en ce moment je me fais la filmo Pixar là, je regarde tous les Pixar. Je dois dire que Wall-E, c'est mon préféré. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, honte à vous. Oui, vraiment, honte à vous, parce que Wall-E, c'est trop bien. Bon, et bah, aujourd'hui, on va avoir une petite... Donc, ça va être une forme, on va dire la vraie forme des podcasts. Donc, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, nous, on va kiffer. Et ça va être donc Louis qui va nous présenter, nous va faire une petite présentation de l'épisode, qui est l'épisode sur la cinéphilie. Aujourd'hui, premier épisode centré un peu sur nous, en fait, sur notre cinéphilie. Je vais pas faire l'affront de définir la cinéphilie, puisque c'est comme définir le cinéma, ça prendrait des heures, et on n'a pas des heures, et qu'on a déjà entamé les bières. Donc voilà, un épisode centré sur comment on est devenu cinéphile. Et au lieu de donner une définition de la cinéphilie, j'avais envie de donner plutôt quelques éléments que je considère importants pour construire sa cinéphilie. Et notamment pour ceux qui veulent être cinéphiles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. C'est des conseils qui me sont personnels, vous les suivez pas, vous faites comme vous voulez, je suis pas votre mère. Le premier élément, c'est regarder des films. Ça me paraît évident, mais j'ajoute quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est d'espacer les films qu'on regarde. Je trouve que cela sert pas à grand-chose de binge-watch les films sans laisser digérer le film qu'on vient de voir. Un film, ça se regarde, ça se réfléchit après, donc faut laisser le temps au film d'exister après son visionnage. Et c'est d'ailleurs inutile aussi la course de « j'ai vu plus de films que toi, donc je suis plus cinéphile que toi ». Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et toujours sur ce point de regarder des films, il est inutile de regarder tous les films. On a plein de films qu'on n'a pas vus, on ne pourra pas tout regarder dans notre vie, il y en a beaucoup trop. Et surtout, ne vous forcez pas à regarder un film. Si vous n'êtes pas de bonne humeur pour regarder, je sais pas, Le Parrain de Coppola, ne le regardez pas et regardez quelque chose qui corresponde à votre humeur du jour, tout simplement. Deuxième point, assumez ce que vous regardez. On s'en fout de ce que vous regardez, ça peut être un Marvel comme un Coppola. Et assumez ce que vous avez aimé, on s'en fout. C'est votre point personnel, pardon, je bafouille. Troisième point, soyez curieux. C'est une autre évidence, mais c'est important. Il ne faut pas rester sur ce qu'on a l'habitude de regarder. Il faut regarder tout. Ce qui s'apporte à un film, les informations sur la production d'un film, les actualités du film, les informations spécifiques au cinéma, aux salles, au festival, les noms qui vous intéressent, vous les notez et vous regarderez après. C'est super intéressant, c'est comme ça qu'on construit aussi sa cinéphilie, c'est en se renseignant, en étant curieux de ce qui se passe, non pas en regardant un film, mais dans le cinéma, tout ce qui peut se passer autour du cinéma. Un cinéphile, c'est pas juste quelqu'un qui regarde un film. C'est une personne qui aime profondément le cinéma, son histoire, ses mouvements, ses personnalités, ses festivals et son actualité. Et je finirai en disant qu'on finit jamais par être un total cinéphile. Ça n'existe pas un cinéphile parfait qui aurait tout vu, qui saurait tout. Ça n'existe pas. Il peut avoir un début à notre cinéphilie, mais il n'y a pas de fin. La cinéphilie se construit sur toute notre vie. Voilà. C'était ma présentation pour ce premier épisode sur notre cinéphilie. C'est beau. Ouais, merci beaucoup, Louis. C'est vraiment nickel. Désolé pour les bafouillages. Non, c'est le premier, c'est la première je suis fois. Extrêmement nerveux. Et c'est que vous avez encore un peu peur des micros, c'est tout ? Oui, c'est ça.
Est-ce que déjà, vous avez des trucs à rajouter ou à commenter sur ce qu'a dit Louis? Oui, Pauline. Moi, je voudrais rebondir sur un truc qu'il a dit que je trouve très juste. C'est sur le fait de s'intéresser au film au-delà du visionnage, de s'intéresser à la production, au nom, à tout ça. Parce que je considère personnellement qu'il y a eu un tournant dans ma cinéphilie, justement. Ouais. Dans ma cinéphilie, justement, au moment où j'ai commencé à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à regarder des films de manière un peu mécanique. Je me faisais des listes de films à voir et je regardais et puis je passais à autre chose. Et après, c'est en rencontrant des gens qui en savaient beaucoup plus que moi, en fait, que je me suis rendu compte que c'était intéressant, effectivement, de faire des liens entre les films que je voyais. Souvent, ça passe par les équipes. Après, je pense qu'il y a peu de gens, à part dans les postes qui sont spécialisés dans les postes, qui vont s'intéresser à l'ingé son ou le chef électro de tel film, il a fait aussi tel film. Malheureusement, peut-être, mais rien que s'intéresser aux filmographies des réalisateurs, des acteurs, ça permet de comprendre certaines choses, certains mouvements. Et c'est ce que je trouve très pertinent dans ce que Louis nous a dit. C'est vraiment, je trouve que c'est ce qui fait que une personne cinéphile se différencie d'une personne qui va juste bien aimer regarder des films avec ses potes ou voilà quoi. Donc, pour toi, quelqu'un qui regarde juste des films avec ses potes, tu peux pas te considérer comme un cinéphile si tu regardes juste des films avec tes potes de temps en temps? Après, je suis personne pour dire qui est cinéphile ou qui ne l'est pas. Oui, bien sûr, là, c'est juste notre avis à nous qu'on donne. Mais pour moi, effectivement, la cinéphilie, ça dépasse cette idée de juste bien aimer regarder des films. C'est vraiment bien aimer le cinéma en tant qu'art. Et du coup, ça dépasse juste aimer regarder des films, parce qu'en fait, tout le monde aime regarder des films. Je connais personne qui va dire oh non, je déteste regarder des films à la télé, je déteste regarder des films avec mes potes, tu vois. Mais ceux qui vont aimer le cinéma au-delà de ces simples visionnages, qui vont s'intéresser aux personnalités qui font le cinéma, pour moi, c'est eux les vrais cinéphiles. Donc, par exemple, tu penses que pour être cinéphile, il faut dans un premier temps considérer le cinéma comme un art et pas comme un divertissement, par exemple? Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel, ouais. En vrai, je suis assez d'accord. Ça me semble pas déconnant comme façon de penser le truc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du coup qui vont voir des films de temps en temps au cinéma, qui aiment bien, qui se divertissent, comme dirait Scorsese, en mode parc d'attractions. C'est bien lui qui dit ça. Mais après, j'ai aucun mépris pour ça ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la différence entre quelqu'un qui consomme du cinéma de temps en temps et quelqu'un qui est cinéphile, c'est peut-être de voir le cinéma comme un art et de s'intéresser au cinéma dans sa globalité et pas juste au film, en fait, et s'arrêter au film. Et en vrai, c'est vrai que c'est pas bête comme façon de voir le... Je rajouterais, moi aussi, s'intéresser au cinéma, mais aussi même au cinéma plus mainstream, les blockbusters, les Marvel. Un cinéphile peut très bien aussi s'intéresser aux Marvel, ne pas les aimer ou les aimer, ça c'est son goût personnel, mais c'est aussi, aujourd'hui, une production auquel un cinéphile peut s'intéresser, justement. Mais alors, pour aller vraiment dans les trucs un peu touchy, si, par exemple, j'ai vu tous les films du MCU, je suis fan du MCU... Tous? Non, mais pas moi. C'est moi, un exemple. Prends mon exemple sur moi. Moi, j'ai vu tous les films du MCU. Oui, non, mais là tu vas. En gros, je suis une personne, je m'appelle Roger, j'ai vu tous les films du MCU, je connais tous les acteurs du MCU, je sais tous dans quoi ils ont joué, je connais tous les réalisateurs du MCU, mais... Oui, bon, tu rigoles, mais il y en a quand même. Mais en dehors du MCU, j'ai aucune connaissance. Mais sur le MCU, je suis ultra pointu. Tu vois, j'ai tout vu, je connais tout. Est-ce que je peux être considéré comme un cinéphile, d'après toi? Non, pour moi, c'est un fan de Marvel et du MCU. Il pourrait rentrer dans la cinéphilie, par contre. Justement, via les acteurs, il pourrait rentrer, justement... via une autre personne qui lui présenterait un autre film, par exemple avec Robert Downey Jr., avec Chris Evans, et ainsi voir d'autres styles de films, d'autres styles. C'est comme ça qu'on rentre aussi dans la cinéphilie. Et à la base, c'est pas un cinéphile, c'est un fan du MCU, ce Roger. Après, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va me dire « je suis cinéphile », je vais pas lui dire non, parce que je pense pas
qu'une personne, justement, qui regarde des films uniquement pour se divertir ou ce genre de choses, n'aille entre guillemets, prétendre cinéphile. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit si je suis cinéphile et t'as rien à me dire sur ça, alors qu'il ne regarde que des Marvel, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où une personne se considère cinéphile parce que intéressée par le cinéma, bah personne n'est trop en droit de lui dire non, t'es pas cinéphile parce que je trouve que tu t'intéresses pas assez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors là, je vais vous poser un peu des questions personnelles, du coup. On va faire les petites questions, histoire d'un peu apprendre aux auditeurs à nous connaître un peu plus et peut-être donner des idées de films, etc. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le premier film que vous avez vu au cinéma ? Est-ce que vous en souvenez ? Ouais, moi je m'en souviens. Oui, vas-y. Moi, c'est l'Atlantide, l'Empire perdu des studios Disney. Ok. Qui est un Disney d'ailleurs très sous-coté, alors qu'il est excellent. Plein d'action et tout, l'animation génialissime. Et je m'en souviens, je suis allé le voir avec ma mère, pendant que ma sœur allait voir le premier Harry Potter au cinéma. Et c'était, voilà, j'habitais en Normandie à l'époque. Et c'était trop bien. T'as pas eu le droit d'aller voir Harry Potter ? Et non, j'étais trop petit. Ok. J'étais trop petit et du coup, bah voilà, il y avait le Disney au cinéma, donc on amène l'enfant voir le film d'animation, quoi, c'est normal. Et c'était génial. Et j'ai plein de souvenirs comme ça de cinéma avec ma mère notamment. Ok. Pauline, tu te souviens toi ? J'ai absolument aucun souvenir du premier film que j'ai vu au cinéma. C'est une question qui revient un peu souvent quand tu t'es cinéphile et que t'échanges avec des cinéphiles, parce que c'est voilà, une petite question basique pour essayer de se remémorer ses débuts au cinéma. Mais vraiment, j'ai creusé dans ma tête plusieurs fois et j'en ai aucun souvenir et je suis même pas capable de dire entre plusieurs films. Enfin, vraiment, je sais pas quand j'ai commencé à aller au cinéma. Peut-être que mes premiers vrais souvenirs, c'est des Harry Potter aussi. Mais je pense que j'ai dû voir d'autres choses avant. Enfin, je suis pas sûre qu'un enfant commence en allant voir des Harry Potter, tu vois. Alors, est-ce que t'es allé au cinéma, par exemple, avec ton école ? Pas avec mon école, avec mon collège. Et donc, je pense que j'y étais déjà allée avant avec mes parents. Mais franchement, je suis vraiment pas capable de me rappeler de cette époque. Je sais pas. Ok. Parce que moi, je me posais la question, du coup. Et ce qui m'était venu, c'était Spirit. J'ai un vague souvenir de t'aller voir Spirit, quoi. Le film Disney. Le film Disney avec les talons les chevaux. Non, ouais, c'est DreamWorks. Il est si vieux que ça ? Ouais. Sérieux ? Bah, je crois. Bah, c'est oui, le c'est assez début. vieux, Ils ont hein. pas ressorti d'ailleurs un Spirit récemment ? Bah, oui, je sais je crois, pas. Pour mais moi, c'est- Spirit, c'était genre vers la Reine des Neiges, tu vois. Non, Ah Spirit, non, ils en ont ressorti un, je crois. Ah. Spirit, c'est début année 2000 et c'est DreamWorks qui faisait ça. C'est DreamWorks ? Ouais, c'est DreamWorks. Ah bah ok. Ouais, je l'ai vu récemment. D'accord, ok. Bah alors moi, je me disais, ouais, ça doit être celui-là, le premier film que j'ai vu. Et du coup, j'ai repensé à l'école. Mm. Et en fait, j'ai un souvenir d'être allé voir Kirikou avec l'école. Et moi, c'est Azur et Asmar que j'avais vu avec l'école. Ouais, mais j'ai l'impression avec l'école, il y a pareil, Kirikou, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu avec l'école quasiment. Ouais, c'est Ouais, un on l'a sans passage doute, obligatoire, je crois. Moi, je l'ai vraiment. vu à l'école, mais pas au cinéma, par contre. Ok. Je l'ai vu en VHS à l'école. Ouais, bah nous, on avait un petit cinéma dans la ville. Et donc, du coup, on y allait des fois. Ouais, une grande ville, attention, Ouais. pas du tout. Et donc, ouais, j'ai souvenir de Kirikou et donc de Spirit au cinéma. Bah, moi, j'ai le souvenir. En fait, si tu veux, j'étais allé voir Kirikou et mon voisin Totoro, et je sais pas qui était en premier. Les deux avec l'école ? Ouais, mais j'ai plus de souvenirs de mon voisin Totoro qui m'avait traumatisé quand j'étais petit. Mais fort, mais vraiment fort. J'avais. Tu sais, le gros chat et tout m'avait fait peur quand j'étais petit, Ah tu ouais. vois. Et non, après, par contre, je crois le premier film que je suis allé voir au cinéma, ça devait être avec ma mère et ma sœur, et c'était genre Les Indestructibles ou le Pôle Express. Un des deux. C'est de quelle année ? Enfin, c'est 2004. Ouais, c'est Ah ouais, c'est vieux. c'est quoi. vieux, hein, c'est À peu vieux. près. Ah, ça va être comme Spirit en fait, plus ou moins. Bah, c'est possible, ouais. Je me demande C'est si un des Spirit est pas avant quand même. Ouais, mais enfin bon, c'est dans ces Mais eaux-là, c'est. quoi. Ouais. Enfin, je pense. On coupera, c'est faux. Je sais pas. Ok. Bon, donc en gros, c'est quand même souvent des films d'animation, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est ce qui se rapporte à l'enfance aussi. Ouais. Hein, c'est... Quand t'es petit, on va pas te faire venir voir le dernier Tarantino ou. Non, pas Ouais. les derniers Ouais, Tarantino, mais je veux dire, à mais, 4 ans, on va t'amener voir Kill Bill au cinéma, tu vas pas faire le fier non, en mais sortant, il y tu vois. a-
Enfin, il y a un juste milieu entre Kirikou et Kill Bill quand même. Oui, mais en général, quand t'es petit, on va t'amener voir des films pour enfants, parce que, enfin, maintenant, c'est des films d'animation, c'est pour les enfants, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais quand on était petit. Oui, non, mais bien sûr. Mais donc, c'est quand même intéressant de voir que la première entrée dans le cinéma pour beaucoup, ça se fait par des films d'animation quand même. Pour nous 4, quoi, du moins. Oui, mais du coup, je pense que c'est le cas pour beaucoup. Ouais, mais après, c'est quand tu parles d'entrer dans le cinéma, c'est quand t'es enfant. C'est genre le premier film que tu vois. Mais après, genre, quand t'étais petit, t'avais peut-être la télé chez toi. T'avais peut-être vu des films aussi. Oui, mais, tu non, vois. mais quand je disais le cinéma, c'est rentrer dans le cinéma comme lieu. Ah, ok. Tu voyais un truc Ouais. Non, c'est juste que peut-être aussi que les films d'animation, c'est entre guillemets, enfin, quand tu t'y connais pas trop, c'est une valeur sûre, familiale. Justement, c'est pas forcément que pour les enfants, mais les parents, en général, quand ils voient un film d'animation, ils savent qu'ils peuvent y emmener leurs enfants. Après, c'est surtout aussi une question de studio. Enfin, tu vas pas forcément emmener ton gosse voir J'ai perdu mon corps ou Akira, ouais, voilà. Des trucs comme ça. Grosse ambiance, hein. Qui sont quand même beaucoup plus adultes. Mais je pense que quand tu vois un film d'animation de Disney ou Pixar, tu te dis c'est l'occasion d'emmener mon enfant au cinéma Encore faudrait-il que les Pixar, sans trop réfléchir plus. Encore faudrait-il que les Pixar repassent au cinéma. Hein. C'est vrai. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je vous rappelle que je regarde la filmographie Pixar. Après, c'est vrai que tu vois, quand on était petit, les films Disney, c'était vraiment des gros trucs, tu vois. Alors, t'as quand même eu tous les Rois Lions quand on était petit, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. C'était des trucs, tu disais, bon, le Roi Lion, déjà, toi, je pense, en tant que parent, t'avais envie de le voir, tu vois, parce que c'était le dernier Disney. Puis en plus, t'es sûr que ton enfant, il va s'amuser, tu vois. Et moi, je me souviens, enfin, surtout que c'est aller au cinéma, c'est un moment familial. Donc, forcément, faut que ça plaise aux parents, mais aussi aux enfants. Donc, ouais, le film d'animation, souvent, c'est ce qui ressort le plus. Ou aujourd'hui aussi les films de super-héros. Non, j'allais dire aussi que pour ce qui est des Disney, à la base, c'est basé sur des écrits que les parents connaissaient aussi, donc dont ils étaient aussi assez sûrs de l'histoire. Mais ceci dit, il y a des trucs traumatisants aussi dans les Disney. Enfin, moi, le Roi Lion, j'ai déjà Bambi, c'est traumatisant. Blanche-Neige aussi, le premier. Le Roi Lion, je trouvais ça affreux. Moi, quand Mufasa, il se fait lâcher par son frère et qui meurt. Ça spoil ici. Attention, hein. Et même les hyènes, elles me faisaient trop peur. Enfin, en vrai, il y a des trucs parfois où limite quand tu le regardes avec un regard d'adulte, ça te touche plus que quand t'es enfant et tu te rends pas compte à quel point c'est triste ou ce genre de choses. Et c'est quand tu y repenses plus tard que tu te dis putain, mais c'était horrible quand même. Sans parler des Disney, moi je me souviens que le premier Miyazaki que j'ai vu, c'était Le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel. Et en fait, ça m'a traumatisé, quoi. J'ai pas revu de Ghibli depuis. Ah ouais. Enfin, si, maintenant j'en ai revu maintenant. Mais c'est vrai que. Il y a quoi de traumatisant dans Le Château dans le ciel? Le château ambulant. Ah oui, le château ambulant. Le château ambulant, pardon. Le château ambulant, en fait, je me souviens de l'avoir vu quand j'étais petit, d'avoir flippé. Ou enfin, je sais même pas si j'avais flippé, mais ça, je sais pas, j'ai un souvenir assez bizarre, tu vois, de ce film. Et du coup, j'ai jamais regardé, par exemple, Totoro, je l'ai vu là très récemment et tout, parce que je pense que du coup, ça m'a enlevé justement l'envie d'aller voir d'autres films, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Enfin, des Ghibli, j'en ai vu, en vrai, très récemment aussi. J'en ai revu, du moins, même Totoro. Et pourtant, même sans en avoir vu depuis autant de temps, tu vois, je me disais, oui, mais ça va, c'est doux, tu vois. Genre, ça m'avait peut-être traumatisé enfant, ouais, mais pas au point, genre, limite, de me dégoûter ou de me faire peur d'aller en voir, tu vois. Je me disais juste, c'est pas pour moi, c'est pour des enfants, tu vois. Alors que après, pas du tout. Moi, je sais que je pouvais pas trop aller voir des films de moi-même, du coup, vu que j'étais un enfant. Et sans blague. Mes parents, j'ai pas de souvenir qui m'ait vraiment poussé au film, fait regarder. Enfin, je sais que j'avais toutes les cassettes de dessins animés, par contre, Disney de l'époque, sous cassette, enfin voilà, mais c'était pas vraiment des films, quoi. Donc, voilà. Non. Alors, du coup, la prochaine question que j'ai, c'est quel est le film qui vous a fait dire putain, j'aime le cinéma? Alors, soit récemment, un film que vous avez vu, vous avez dit ah, putain, ouais, j'aime le cinéma par rapport à voilà, ou des films que vous avez souvenir d'avoir vu enfant et que ça a été peut-être vos premiers,
on va dire, pas vers la cinéphilie, même si sur le moment c'était pas le cas. En fait, en y repensant, vous vous dites ah putain, c'est vrai que ce film m'avait marqué quand j'étais gosse, quoi. Est-ce qu'il y a des films comme ça Ouais, Louis. Ouais, moi j'en ai 2 même, du même réalisateur. Donc, parce que je les ai vus en fait à très peu de temps d'intervalle. C'était Reservoir Dogs et Django Unchained de Quentin Tarantino. Tu les as vus au cinéma? Non, juste Django Unchained que j'ai vu au cinéma. Ouais, mais je dis des Reservoir Dogs au cinéma, waouh. Ouais, non, mais non, justement, Reservoir Dogs, non, je l'avais vu un après-midi avec un pote. Et en fait, là, d'un coup, je me suis dit, il y a un truc dans ces films qui m'a fait un déclic. Je ne saurais pas l'expliquer, mais où j'avais envie de m'intéresser au cinéma. J'avais envie de m'intéresser aux inspirations de Tarantino. J'avais envie de m'intéresser à la production de ces 2 films et aux acteurs. Et c'est un peu le déclic de ma cinéphilie. Alors qu'avant, je regardais des films assez mécaniquement, mais Tarantino est peut-être pas le premier réalisateur que j'ai reconnu, où j'ai reconnu sa patte, par exemple. C'est qui ça ? Il y avait Tim Burton avant. Ok. Où on revient un peu en plus à des films d'enfance, où je reconnaissais énormément sa patte, et je savais, quand je voyais une bande-annonce, que c'était Tim Burton. Ouais, c'est vrai que Tim Burton, il a vraiment le truc. Il a vraiment un style. Mais je ne m'intéressais pas encore à ses inspirations. Et il a fallu attendre le déclic que j'ai eu avec Quentin Tarantino, et notamment avec Reservoir Dogs. J'ai l'impression que c'est assez cliché, mais Tarantino, pour beaucoup, c'est un réalisateur d'entrée dans la cinéphilie, quoi. Et je pense savoir pourquoi, en fait. C'est que ces films transpirent le cinéma. Ça transpire l'amour pour le cinéma et ses inspirations. Et du coup, ça te donne trop envie d'en savoir plus. Quelque part, il a cet amour du cinéma qu'il arrive à mettre en image dans des films, et ça te donne envie d'en apprendre plus. Il arrive aussi à mettre en scène des acteurs où tu as envie de les connaître aussi ailleurs. Donc voilà, Pauline, tu avais... En fait, moi j'aurais désigné plusieurs films qui m'ont fait ce genre de choc, mais c'est marrant parce que j'ai Reservoir Dogs aussi dedans. En fait, je dirais qu'il y a 3 étapes. Il y a une première étape où, quand j'étais petite, j'avais lu le livre Danse avec les loups, et j'avais adoré. Et mon père, sur une brocante, il avait trouvé la VHS du film, qui est quand même un énorme western de 3 heures et tout. Et moi, j'étais vraiment petite. Enfin, petite, j'étais enfant, quoi. Et il m'a dit, tiens, j'ai trouvé la VHS, on peut regarder le film et tout, puisque t'as aimé le livre. Et du coup, j'ai regardé ça en vacances, où je pense je mesurais pas du tout l'ampleur du truc. Mais ça m'a marqué... j'y repense toujours des années plus tard à ce moment où j'ai découvert ce film que j'ai trouvé incroyable. Après, il y a une deuxième étape, c'est, je pense, au collège et au lycée, j'ai eu des profs de français qui étaient assez cinéphiles et qui nous emmenaient voir des choses assez intéressantes. Donc j'avais vu, par exemple, Mon oncle de Jacques Tati, j'avais vu Le bal des vampires, j'avais vu La cérémonie de Claude Chabrol, enfin plein de films comme ça. Et je me rendais compte que j'étais plus intéressée que mes camarades, parce que je voyais, les autres, ils étaient un peu en mode c'est quoi ces films qu'on nous emmène voir? Et moi, je trouvais toujours ça super bien. Mais je pense pas que j'étais encore très cinéphile à ce moment-là. Non, mais ça a posé des graines, en fait. Mais voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a eu le 3e tournant, qui a été Reservoir Dogs, où c'était cette époque où je me faisais mes listes de films un peu mécaniques. Et j'ai découvert Tarantino, et du coup, moi, c'était avec Reservoir Dogs, puis Pulp Fiction. Et où je me suis vraiment dit, effectivement, là, faut aller chercher plus, quoi. Ce que j'ai vu, c'est incroyable, et je peux pas juste voir le film et passer à un autre, quoi. Donc, c'est effectivement, je pense que Tarantino, c'est quand même un réalisateur il est assez accessible. Ses films sont très regardables par le grand public. Tu te sens pas perdu. Il y a beaucoup d'action, de rythme. Voilà, c'est très bien écrit. Peut-être moins le dernier.
qui est plus compliqué, je pense. Le dernier est un peu moins accessible, ouais. Parce qu'il faut que tu aies le contexte historique, en fait, pour Ouais, vraiment ouais. l'apprécier. Oui. Mais en Ouais. fait, si tu veux, même si tu le vois et que tu fais les recherches après, bah tu l'apprécies quand même. En Ouais, fait. mais le plaisir vient après. Ouais, mais du coup, c'est même mieux en fait au Ah, final. c'est différent. Mais oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'était Reservoir Dogs et derrière j'avais vu Pulp Fiction et c'était le tournant vers vraiment le moment où j'ai commencé à me considérer comme vraiment cinéphile, je pense. Vas-y, Louis. Ouais, moi, je voulais rajouter quelque chose. Au-delà d'un film qui m'a fait vraiment rentrer dans la cinéphilie, il y a une personne aussi. J'allais à la maison des jeunes de ma ville. Il y avait un atelier montage vidéo audiovisuel auquel je participais régulièrement. Et l'animateur de cet atelier avait des tas de films sur son disque dur. Et un jour, Ce qu'il dit pas, c'est que c'était des films porno quand même. Hein. Non, non, c'était des tas de films et tout. Et un jour, je lui ai dit que je voulais m'intéresser au cinéma, que j'avais vu Reservoir Dogs et que j'avais adoré. Il me fait « Ah ok, tu aimes Reservoir Dogs ?» Il m'a branché mon disque dur, il m'a passé tout plein de films, plus d'autres qui avaient absolument rien à voir. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir, par exemple, Canine de Yorgos Lanthimos. Enfin, vraiment tout plein de films de tout plein d'horizons différents. Et cette personne-là m'a fait rentrer dans la cinéphilie, m'a fait voir d'autres films, en fait, m'a passé d'autres films que j'avais pas forcément l'habitude de voir. Et c'est comme ça que vraiment aussi que j'ai forgé ma cinéphilie. Donc au-delà même d'un film ou de plusieurs, il y a aussi une personne pour moi. Ok. Mais donc, du coup, Louis et Pauline, vous êtes quand même entrés dans la cinéphilie assez jeune, quoi. Moi genre fin collège, début lycée, je dirais. Moi, c'était au lycée à peu près aussi, ouais. Ok, parce que moi, par exemple, je regarde un peu comment je suis rentré dans la cinéphilie. Et en fait, c'est super récent. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais pendant très longtemps, j'en avais vraiment rien à faire du cinéma. C'est que, enfin, je me souviens même, j'avais des discussions avec des potes et moi, j'étais en mode, non, mais moi, je préfère regarder des séries. Parce que je m'attache plus aux personnages sur la longueur. Les films, je m'en fous, ça me fait chier, quoi. Et quand on regardait des films à l'école, par exemple, on avait par exemple regardé Matrix ouais, j'avais vu ça en philo, en terminale. Matrix, Donc, faut dire, c'est quand même vieux. Hein. Ouais, Et ben, j'ai dormi tout le film, quoi. J'en avais rien à faire, ça m'intéressait pas. Parce que, ouais, vraiment, j'ai dormi. Bon, après, je dormais pas et je dormais tout le temps en cours. Donc, oh merde, si on m'écoute, mes parents m'écoutent, je suis mal. ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais enfin, ouais, j'ai des souvenirs vraiment de. On était allé voir, je crois, Skyfall avec l'école. Alors, je sais pas pourquoi on allait voir ce James Bond, mais j'en suis quasiment sûr qu'au lycée, on allait le voir. J'ai dormi tout le long, c'était abominable. Et vraiment, j'avais aucun intérêt pour le cinéma pendant super longtemps, quoi. C'est fou. Mais oui, mais du coup, il y a ce truc de se dire, souvent aussi de légitimité, en disant, bah attends, eux, depuis qu'ils sont jeunes, ils s'intéressent au cinéma et tout. Moi, ça va faire 2 ans max, tu vois. Avant, j'en avais rien à faire. Je regardais The Walking Dead et j'étais content, tu vois. Et je sais pas. En fait, je suis incapable aujourd'hui de me dire comment je me suis retrouvé à vraiment aimer le cinéma. Il y a plusieurs trucs quand même, je pense que. Bah, du coup, ça va être un peu plus récent, mais Bong Joon-ho, en vrai. En fait, à un moment, j'ai décidé de m'intéresser un peu au cinéma. Je me rappelle plus trop. C'était après le lycée, donc c'était encore vieux, quoi. Et on m'a donné quelques films. J'ai dû en regarder 2. Les films de l'année, il y avait Jurassic World, quoi. Donc j'en ai regardé 2. Et puis en fait, après, ça m'a saoulé. Et je sais pas à quel moment il y a eu un tournant. Je me suis pris un abonnement UGC. Alors pourquoi, je sais plus. J'ai aucun souvenir de comment c'est arrivé. Mais du coup, j'ai pris un abonnement UGC. Et je me retrouvais à aller au cinéma très souvent. Mais du coup, j'avais aucune culture cinématographique parce que je regardais rien qui était sorti avant le moment où j'allais au cinéma, quoi. Donc je me suis retrouvé à aller à voir une 50aine de films au ciné par an. Bon, on va dire que c'est pas beaucoup, mais quand même, quand tu regardes rien du tout au cinéma avant et que tu te retrouves à y aller, ça fait quand même un film par semaine, c'est pas dingue. Et donc il y a eu Bong Joon-ho qui m'a vraiment fait un déclic, quoi. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au film, mais je crois que j'allais pas avant les années 2000-2010. C'était, enfin, j'y allais pas parce que ça m'intéressait pas, mais juste parce que, je sais pas quoi, je m'étais fait je me rappelle à l'époque, c'était, du coup, il y a 2 ans, donc c'est encore une fois pas vieux. Je m'étais fait un genre de challenge de 150 films des années 2010 à voir. Pardon. Des années 2010 à voir. Et donc, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le cinéma. Et vraiment, le truc, le réalisateur et les films
qui m'ont fait m'intéresser au cinéma de patrimoine et au cinéma plus vieux, c'est quand j'ai regardé Yojimbo d'Akira Kurosawa. Je reviens sur Yojimbo du coup, et évidemment sur Akira Kurosawa, mais je sais pas pourquoi. J'ai regardé Yojimbo et Sanjuro 2 jours d'affilée, et là j'ai fait, attends, tout ce que je rate quoi, dans le cinéma, pourquoi je m'intéresse pas à des films plus vieux et tout quoi. Et donc vraiment, il y a, je dirais, Bong Joon-ho, suivi de Kurosawa, qui m'ont vraiment fait rentrer dans le cinéma. Et après, en fait, je me rends compte qu'il y a des graines qui ont été posées même quand j'étais gosse, parce que je me souviens de La vie est belle, de Roberto Benigni, que j'ai vu à l'école. Et c'est un film que je m'en souviens vraiment super bien. Je me rappelle être rentré chez moi. C'est celui dans les camps de concentration, là? Oui, c'est celui-là. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, faut vraiment que je le voie. Ben, je me rappelle être rentré chez moi, on a parlé à mon père et tout. Mon père qui m'a dit, oh non, j'aime pas du tout ce film. Et je me souviens vraiment, enfin, moi, ça m'avait retourné, j'avais trouvé ça incroyable et tout. Mais tu vois, je me suis pas re-intéressé plus que ça au cinéma, parce que je pense qu'il y avait personne pour vraiment m'y accompagner, quoi. Ouais. Et de moi-même, je regardais des mangas, des animes, je regardais des séries, j'étais content, quoi. Mais après, est-ce que les séries, au final, c'est pas un peu aussi, peut-être, des fois, des portes d'entrée, tu vois? Parce que t'es là. Beaucoup plus aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, ce que j'allais dire. Petite anecdote, du coup, à mon propos. En fait, la partie où j'ai commencé à regarder plus de films, à me faire des listes et tout, c'est parce que quand j'étais au collège, j'étais obsédée par la série Dr House et par l'acteur Hugh Laurie. Et en fait, mais vraiment, j'étais obsédée par cette série à un point très inquiétant. Et en fait, du coup, à ce moment-là, mon rêve, c'était de rencontrer Hugh Laurie, Non, mais vraiment, je l'ai vu en concert et tout, enfin bon, bref, voilà. Ça allait sacrément loin, quand même. Ouais, ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là que mais comme une collégienne qui a un idole, quoi, je voulais faire du cinéma pour pouvoir accéder à cette personne. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais par contre, Pauline, tu veux faire du cinéma, mais t'y connais rien. Du coup, il faut te cultiver pour mieux s'y connaître, savoir comment rentrer là-dedans et tout. Et du coup, en parallèle, je me suis mise à regarder plein de films et écrire un scénario qui vaut mieux pas dévoiler parce que c'est calamiteux. Je l'ai toujours. Pour Hugh Laurie, il attend. Mais vraiment. Et en fait, c'était un scénario où, oui, voilà, j'ai écrit un rôle en pensant à Hugh Laurie et tout, mais j'avais 12 ans, quoi. Incroyable. Hugh, si tu nous entends. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Voilà. Il faut qu'on arrive à trouver Hugh Laurie. Hugh, si tu nous entends, ce rôle. Hugh Laurie dans le Studio 7. Non, et voilà, mais le truc est vraiment calamiteux. Hein. Je l'ai relu il y a pas longtemps. C'est horriblement écrit parce que j'étais jeune et j'y connaissais rien. Mais voilà, je me suis dit un jour pour la vanne, peut-être si j'arrive à faire des films et à débloquer des budgets énormes, je fais ce film avec Hugh Laurie dedans. C'est incroyable, je savais pas du tout ça. Et ton anecdote sur le scénario, moi ça me rappelle quelque chose aussi, c'est quand j'ai vu Reservoir Dogs, j'ai écrit un scénario qui est un plagiat en vrai de Reservoir Dogs. Tu l'as encore ? Je l'ai encore parce que je compte le modifier et en faire quelque chose peut-être un jour. Incroyable. Non, mais comme quoi, tu vois, les séries, ça peut amener à des choses inattendues. Et après, je voulais aussi rebondir sur un truc que t'as dit, et que Louis a dit un peu aussi. C'est t'as dit que tu t'étais pas intéressé plus parce que t'avais personne à qui en parler. Et je pense qu'effectivement, Louis, il a aussi parlé d'une personne qui l'a lancé vers la cinéphilie. C'est quelque chose d'extrêmement important, en fait. On se construit aussi grâce aux gens autour de nous qui nous conseillent. Et moi, pareil, j'ai dit que j'avais commencé à m'intéresser au film au-delà du simple visionnage quand je m'étais confrontée à des gens qui s'y connaissaient bien plus que moi. Et je trouve que c'est bien, au début de sa cinéphilie, d'avoir cette humilité et de chercher à puiser dans les recommandations des autres pour ensuite, petit à petit, se construire sa propre cinéphilie qui fait qu'on va aller plus vers tel genre ou tel genre de film. Mais les rencontres, c'est quelque chose d'extrêmement important qui font découvrir forcément des portes d'entrée vers des mondes, des genres, des époques, des pays différents, quoi. Ouais. Et moi aussi, je me souviens aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, mes parents m'ont acheté un livre sur l'histoire du cinéma aussi, qui recensait du coup de la sortie des usines Lumière jusqu'à, je sais plus, Avatar, je crois. Avatar, c'était quelque chose quand même, hein, quand il est sorti. Ça a été le film. C'était fou en vrai, Avatar. Ouais. Même maintenant, ça reste un film. Ça en reste. Ouais. Oui.
Au niveau, au niveau technique, c'est. Ouais. Après, bon, pour le reste, je suis un peu plus mitigé, mais. Ouais. Et du coup, ce livre, en fait, il y avait du coup tout plein de films qui vont marquer l'histoire du cinéma. Et ça m'a servi de liste et de films à voir ou de vraiment de choses qui m'intéressaient et d'apprendre plus sur le cinéma et du coup de me faire entrer dans ce que je disais au début, de s'intéresser au cinéma plus largement que juste le visionnage du film, mais aussi son histoire et tout. Et du coup, voilà. C'est comme ça aussi que je suis rentré beaucoup plus dans la cinéphilie. Tu parlais d'Avatar. Et il y a quand même eu un gros événement Avatar quand il est sorti avec la 3D, enfin tout ça. Et donc je me souviens aussi à l'époque, il y avait à l'époque, on dirait que j'ai 40 ans, mais par exemple Nemo quand il était sorti, je me rappelle que c'était un truc incroyable. Tout le monde allait vraiment au cinéma pour voir Nemo. Mes parents allaient au cinéma voir Nemo. Titanic aussi, mais ça c'était avant, du coup voilà. Mais Nemo, vraiment, je me rappelle que c'était vraiment un truc incroyable, quoi. Ouais, il y avait plein de films comme ça. Et Avatar aussi, c'était voilà. Je sais que donc dans les Pixar, il y a eu quoi? Ratatouille aussi, c'était quand même quelque chose de quand il est sorti, un événement un peu. Ouais, mais ça a pas marqué autant, je trouve, que Nemo. Genre vraiment Nemo, les Indestructibles. Les Indestructibles. Je crois en vrai, ouais. Nemo, les Indestructibles après. Et Toy Story 3 peut-être aussi. Parce que c'était le troisième. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins C'était le troisième, quasiment 15 ans après. Ouais, peut-être. Je trouve qu'il y a quand même moins d'événements où vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être La Reine des Neiges récemment, c'est peut-être le plus le plus récent, mais ça reste quand même. On a eu le Covid et tout. Si, il y a un événement récent, c'est le dernier Avengers Endgame. Ah, c'est vrai. Et le dernier Batman ouais, aussi. Mais ou le dernier Batman. Et Spider-Man, même No Way Home, il a alors oui, même... mais moi par exemple, je vous parle d'événements où mes parents qui n'allaient pas au cinéma et qui en avaient rien à faire allaient au cinéma pour voir Nemo, allaient au cinéma pour voir Avatar parce que c'était un événement. Par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, on peut dire ce qu'on veut. Ça a été une des plus aussi été un événement. Et chez mes parents, ouais. Ils sont allés parce que c'était Bienvenue chez les Ch'tis. Aujourd'hui, Avengers ou le dernier Spider-Man, c'est un événement chez les jeunes, beaucoup. Chez ma mère, tu connais pas ma mère. Oui, peut-être, mais ta mère regarde peut-être des films. Elle regarde le MCU, ouais. Ouais, mais moi je sais que mes parents qui connaissent pas, tu vois, ils vont pas se dire on va aller voir le dernier Avenger, ils s'en foutent quoi. Alors que vraiment à l'époque, après c'était parce que du coup comme j'étais plus jeune, du coup ils nous y amenaient, c'était aussi le truc de pouvoir y aller et que maintenant c'est plus le cas, mais C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir avec vos parents? Les Indestructibles 2. Et je suis fier de le dire. C'est bien. Il est très bon film. Mais non, c'est Kaamelott. Ah, exact. Toi, c'était Kaamelott, ouais. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Et alors, il connaît mieux ma vie. Ouais, avec les deux, je crois que c'est La Petite Famille. Autant vous dire, je connais même pas. Que c'était vraiment très très nul. En fait, alors ça c'est un autre sujet, mais il y a aussi un conflit du coup avec mes parents parce que je suis un chieur qui ne veut pas aller voir de VF. Mes parents, ça leur fait chier la VO. Donc c'est soit on regarde des films français, soit on regarde des films d'animation. Et donc c'est plus compliqué du coup d'aller voir des films ensemble quoi. Mais du coup je pense que c'est La Petite Famille. J'avais vu Coco aussi, mais ça c'est juste avec mon père parce que je l'avais forcé presque à y aller, il a dormi. C'est quoi que t'as dit? Captivé. Coco. Ah. Coco. Et non, sinon La Petite Famille, je crois. Et toi, Louis? Je me souviens même pas. Ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma avec ma mère. Peut-être le dernier Jurassic World. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Ouais, je me trompe peut-être. Moi, ma mère, elle va très peu au cinéma. Donc, les 2 derniers films que j'ai vus avec elle, je m'en rappelle très bien. C'était Première année de Thomas Lilti, parce que je venais de sortir de PACES et qu'elle voulait le voir avec moi pour me demander si ça reflétait mon expérience, tout ça. Et La vie scolaire. Je me souviens plus du nom du réalisateur, mais écrit par Grand Corps Malade. Parce que ma mère est CPE et qu'elle voulait voir... Parce que ma mère est Grand Corps Malade. Waouh. Et avec mon père, je vais surtout voir des films de patrimoine. Enfin, en fait, il vient au ciné-club qu'on organise avec l'asso. Okay. Du coup, le dernier film que j'ai vu avec lui, c'était La balade sauvage de Terrence Malick, qui était notre dernière programmation. Je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais nommé l'asso. C'est ce que je pensais, j'allais dire. Mais quelle association, Pauline? C'est grave quand même. Ouais, c'est vrai. L'association, c'est Super Seven, une association de jeunes cinéphiles français avec laquelle on fait plein de projets. Qui est quand même lié à Super Seven. Donc c'est un peu honteux de ne pas l'avoir dit, mais... Un peu. Alors, c'est vrai, un peu. J'ai un autre souvenir qui m'est venu d'un film que je suis allé voir avec mes parents et mes grands-parents. Je crois que c'est la première fois. Toute la famille, quoi. Alors,
je crois que c'est la première fois que mes grands-parents allaient au cinéma de toute leur vie. Ah ouais, Donc, c'est dire- c'était vraiment l'événement. C'était de la l'événement, famille, quoi. mais du coup, c'était pour aller voir La Cage Dorée. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pas du tout. Alors, en fait, c'est un film qui parle de. Alors, j'ai plus tous les souvenirs, mais en gros, de l'immigration portugaise. Et donc, tu suis des immigrés, en fait. Et donc, du coup, mes grands-parents ont immigré du Portugal et j'ai des origines portugaises. Du coup, c'est pour ça surtout qu'on est allé le voir, parce que ça rappelait des trucs à mes grands-parents, etc. Et ça avait des trucs qui allaient avec leur histoire et tout. Et donc, ouais, c'est ce film, donc La Cage Dorée. Je pensais pas que je parlerais de La Cage Dorée dans un podcast. Mais en vrai, c'est pas un mauvais film pour le coup. Par exemple, là, on a eu. C'est quoi le dernier film sur les Portugais, là, de Jal, un peu nul Je sais pas si ça vous dit quelque Aucune chose. idée, Opération ouais. Portugal. Voilà, donc ça, par exemple, Wow. non, ça, c'est pas ouf. Mais si vous voulez voir un vrai film sympa sur cette culture un peu plus, on va dire La Cage Dorée, c'est pas mal. Opération Portugal, bon, voilà quoi. Ok. Et en vrai, pour répondre à ta question, je ne suis pas cinéphile, en vrai, au final. Enfin, C'est vrai que je t'ai même pas Moi, je posé la me question. considère déjà pas comme cinéphile, et surtout, j'ai jamais eu ce déclic de me dire j'adore le cinéma, tu vois. Genre vraiment, à aucun moment. Alors, t'es allé vraiment sur le dernier Batman où je me suis dit ok, c'est vraiment cool. Ouais. Mais j'ai pas eu ce déclic, en gros, où je me dis t'as vraiment, faut que je m'y intéresse. Ça me donne vraiment envie de voir des films, parce que j'ai toujours autant de mal à me mettre devant un film. On va pas se mentir, surtout tout seul. Heureusement que je me fais traîner dans les cinémas. Mais non, en vrai, personnellement, je me considérais pas comme un cinéphile. En plus, déjà, c'est à peine si j'arrive à retenir le nom des acteurs dans les films. Donc, Ouais, mais t'es quand même curieux quand même par rapport à ce je suis qu'on va curieux. voir. Bah, ce que je me dis, je pourrais quand même passer à côté peut-être de pas mal de choses. Quand même, il y a des films que j'ai vus, ça a été des grosses claques. Et c'est quand même cool de les avoir vus, tu vois. Mais de moi-même, j'ai pas à me dire, ce soir, j'ai un peu de temps, allez, petit ciné, tu vois. C'est pas le genre de truc que j'aurais envie de faire. Ok. Voilà, pour répondre à ta question. Oui, c'est vrai que je t'ai pas demandé justement parce que je savais que. Oui, C'est pour ça que t'es que notre ingé du son. exactement. Non, mais c'est intéressant d'avoir différentes perspectives. Et parce que tu vois, à côté, là, toi, tu dis, genre, ça te vient pas à l'esprit le soir de te faire un film. Et genre, moi, si je passe un jour sans regarder de film, je me sens pas bien. Enfin, genre, je me dis, putain, j'ai pas regardé de film aujourd'hui. Ouais, mais moi aussi, j'ai Ouais. l'impression que ma journée est pas complète. Ouais. Mais est-ce que c'est par rapport à une pression de regarder des films ou c'est juste. Non, Non, même pas. c'est- Je pense que c'est une habitude qui a été prise. Je Mm. regarde des films presque tous les jours avec mon copain parce qu'il est cinéphile aussi. Ou moi, quand j'étais chez mes parents, le soir, après manger, je me faisais un petit film de mon côté ou avec mon père. Et du coup, c'est devenu une routine, mais une routine agréable, quoi, pas une routine lassante. Et du coup, quand j'ai des empêchements, que je fais autre chose, j'ai vraiment ce truc dans ma tête qui me dit aujourd'hui, il n'y a pas eu de film, quoi. J'y pense vraiment, genre, c'est pas, je m'en rends compte 3 jours plus tard, tiens, j'ai pas vu de film depuis 3 jours. Non, mais je vois vraiment ce que tu veux dire. Mais du coup, là, je repensais, donc, parce qu'on avait parlé des séries et tout plus tôt. Et que là, Frigo, tu disais que ça tenait pas à l'esprit et qu'il fallait te poser et tout. En fait, je pense aussi qu'un truc qui fait que la série est plus facile que le film, c'est que je pense que c'est plus facile de regarder une série tout en pouvant décrocher de temps en temps, aller sur son portable, parce que tu vas pas moins rater de choses importantes, parce que voilà, la série, on va dire, elle a 4 saisons et tout. Si à des moments tu vas sur ton portable où tu te décroches, c'est pas grave. Alors que le film, c'est quand même un truc de se dire, bon là, je vais me poser devant un film qui fait 1h30, 2h, 3h, et parce que si c'est pour se poser devant un film et être sur son portable, c'est un peu dommage, quoi. Mais ça demande quand même plus d'attention, je trouve, que pour une série. Et c'est peut-être ça qui est plus compliqué. Ouais, mais tu vois, une série, Ouais. je vais quand même pas me mettre devant. Genre, honnêtement, Bah non, tu regardes Peaky Blinders. ouais, mais c'est la seule série que je regarde. C'est quoi? Ça doit faire peut-être. Regarde, je paye quand même un abonnement au OCS. Je ne regarde jamais OCS. Alors qu'il y a des séries que j'ai envie de voir. Mais j'ai même pas envie de me mettre devant. Mais t'as pas plus de facilité à te mettre devant, par exemple, Ah Peaky non. Blinders? Même pas. Franchement, même pas. Au début, j'ai dû me forcer parce que vraiment, j'en entendais tout le temps parler. Et je me suis dit, faut vraiment que j'y vois parce que ça a l'air d'être bien. Je me suis forcé à regarder le premier épisode et après, ok, j'ai adhéré, tu vois. Enfin, peut-être au bout du deuxième. Mais sinon, non, vraiment. Tu vois, genre, ça fait depuis 4 ans que je me dis, The Wire, faut vraiment que j'y vois. Je paye un abonnement au CS, je regarde toujours pas The Wire. C'est moi qui en profite d'ailleurs beaucoup. Oui. Ok. Alors là, j'ai une autre question qui me vient en tête. Du coup, parce qu'on a parlé beaucoup de cinéphilie, on parlait de comment rentrer dans la cinéphilie.
Là, récemment, il y a une personne qui est venue vers moi en me disant, voilà, j'aimerais m'intéresser beaucoup plus au cinéma, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles de voir ? Et en fait, là, du coup, on s'est prévu de se regarder un film par semaine, se faire une soirée, voilà, un film par semaine et regarder. Mais alors, là, par exemple, je dois choisir un film. Je ne sais pas quoi choisir. C'est vraiment, il y a tellement de choses, tellement de... C'est vraiment compliqué. Donc, est-ce que vous avez des idées de comment introduire les gens au cinéma et tout ça ? Bah, moi, ce que j'essaye de faire en général quand on me demande ce genre de choses, déjà, j'essaye un peu de cerner les goûts de la personne, quand bien même ce soit mainstream. Parce que la personne, elle a forcément déjà vu des films, même s'ils sont très connus. Et si elle te dit j'adore, je sais pas moi, Inception, t'essayes de trouver des trucs, je sais pas, tu peux lui faire regarder Paprika, tu vois. Ouais. Enfin, ce genre de choses. Après, en général, ce que j'essaye de faire, c'est que je tape pas trop dans les coins, dans les premières recommandations. Je mets des films que j'adore et qui, je pense, peuvent parler à tout le monde. Et en fonction de si ça plaît ou pas, j'essaye d'affiner pour proposer des trucs peut-être un peu plus pointus, tu vois. Mais par exemple, un film que je conseille beaucoup, c'est Donnie Darko. Parce que je trouve que c'est un film très accessible et en même temps qui peut ouvrir vers d'autres choses. Et du coup, si je vois que ça plaît à la personne, je peux recommander des choses peut-être un petit peu plus étranges, un petit peu plus spécifiques. Mais je pense pas qu'il faille commencer en recommandant le truc bizarre, très vieux. Enfin, faut rester dans quelque chose d'assez grand public au début. Quand la personne elle est dans cette démarche, ça veut dire qu'elle va s'intéresser, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc faut y aller petit à petit, à mon sens. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Pauline. Pas forcément chercher aussi le classique absolument à voir. Si cette personne est intéressée par le cinéma, elle ira par elle-même voir les classiques. Et du coup, pour choisir un film, je pense qu'il faut écouter cette personne, ses goûts, savoir aussi ce qu'elle veut voir, quel genre de film elle veut voir. Un thriller, une comédie, un drame. Et alors là, tu pourras choisir, toi aussi, en fonction de tes goûts, certains films et tout. Par exemple, moi, si cette personne aime bien les thrillers, j'irai lui proposer du David Fincher, qui est suffisamment grand public aussi pour faire rentrer quelqu'un l'intéresser au cinéma. Tu vois, je pense à un truc, justement, quand tu parles de thriller, c'est... toi, t'as parlé de Bong Joon-ho. Je trouve que, par exemple, si la personne elle aime bien les thrillers, tu peux lui montrer Memories of Murder. Incroyable. Qui est un film, du coup, qui t'amène vers le cinéma coréen, mais qui reste quand même très accessible. Vers le cinéma tout court. Non, mais bien sûr, oui. Mais oui, je veux dire, c'est... entre guillemets plus original parce que c'est du cinéma étranger qu'une personne grand public de base avant de s'intéresser au cinéma ne va pas forcément aller voir, et en même temps ça reste assez accessible et tu peux montrer Memories of Murder, Old Boy, ce genre de films qui derrière peuvent t'amener à découvrir plus de cinéma coréen, plus de cinéma asiatique de manière générale, et c'est des assez bonnes portes d'entrée, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et il y a une autre porte d'entrée qui est assez cool aussi à prendre, c'est les acteurs. Cette personne aime un acteur dans un film beaucoup plus mainstream. Faire découvrir cet acteur à cette personne dans un film plus indépendant, plus étrange ou plus... Ouais, je sais pas. Ça peut être aussi intéressant, ça peut être aussi une porte d'entrée. Du coup, tout à l'heure, on parlait de Tarantino, qui est un réal qui est souvent vu comme une porte d'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres réals que Tarantino que vous conseillerez et vous dites... Enfin, souvent, j'ai l'impression d'entendre Tarantino, Nolan... Fincher, en vrai. Fincher un peu aussi. Scorsese. C'est pour vous des portes d'entrée Ouais. Scorsese, ça peut être une très bonne porte d'entrée parce qu'en plus, Scorsese, comme Tarantino, c'est un réalisateur qui est très très cinéphile, qui a énormément de références. Et du coup, si tu commences à t'intéresser à lui via des films qui, d'une part, sont excellents, d'autre part, sont aussi relativement accessibles, je pense pas forcément... par exemple, Taxi Driver, je trouve pas ça forcément dans ses plus accessibles, mais des trucs comme Casino, Les Affranchis, c'est quand même des films
qui sont très regardables et qui sont absolument incroyables. Et Martin Scorsese, c'est un gars qui passe sa vie à faire des listes de films qu'il adore, de trucs comme ça, et tu vas chercher là-dedans et tu te dis « Ah, du coup, j'ai trop envie d'aller voir les films que Martin Scorsese, il aime, vu que ces films, ils sont trop bien. » Et tu peux découvrir des pépites incroyables. Il adore le cinéma italien des années 60, le vieil Hollywood. Il a vraiment des références hyper éclectiques et hyper bien, enfin, vraiment. Du coup, regardez Scorsese. Même si vous êtes fan du MCU, que ce qu'il a dit ne vous a pas trop plu, regardez Scorsese. Je pense regardez Scorsese et intéressez-vous à ce que Scorsese a à dire, parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il y a aussi Bong Joon-ho, par exemple. Moi, je pensais à Edgar Wright aussi. Je trouve aussi son cinéma très grand public, mais il ose apporter vraiment sa patte à ses films qui te font réfléchir à ses inspirations et tout, à ce qu'il a voulu construire. Et je pensais à plein d'autres encore. J'ai oublié. Je me dois quand même de citer un réalisateur, parce que ça a été peut-être le premier réalisateur que j'ai considéré comme mon réalisateur préféré. C'était avant de vraiment regarder plein de films et de rentrer dans la cinéphilie. Mais j'avoue que Aronofsky, ça a été pendant un moment le réalisateur, peut-être le premier auquel j'ai vraiment enchaîné beaucoup de films et je regardais. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais je trouve ça compliqué, Aronofsky, pour... C'est assez clivant quand même. Non, bien sûr, mais je me devais quand même le citer parce qu'on parle de la cinéphilie. Et en vrai, ça a été quand même le premier réalisateur que j'étais, que je considérais comme mon... C'est sûrement le seul que j'avais vu. J'ai retrouvé mon nom. Mais considéré comme mon préféré. Oui, j'ai retrouvé le nom que je cherchais, Woody Allen. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée dans la cinéphilie. Il fait des films très simples et qui sont très forts dans les émotions et dans le cinéma, parce que lui aussi, il adore le cinéma. Je pense à Brian De Palma aussi. Hein. Ouais, Brian De Palma. Parce que dans la présentation, l'épisode de présentation, on avait parlé de Scarface. Et entre Scarface, L'Impasse, même Blowout, Phantom of the Paradise, il a fait des films qui, je pense, peuvent être des super portes d'entrée aussi. Et il a fait un très gros blockbuster que beaucoup de gens ont vu, le premier Mission Impossible. Ah ouais. Et oui, tout simplement. On n'a quand même pas cité Spielberg. Alors Spielberg, il est intéressant. Il est une entrée dans le cinéma populaire assumé, quelque part. Ne serait-ce qu'avec Ready Player One, il assume complètement ses inspirations, et c'est super intéressant parce que c'est aussi l'histoire du cinéma qu'il propose dans une histoire d'un cinéma, le cinéma populaire hollywoodien. Et c'est super intéressant aussi de commencer par Spielberg, car lui aussi il transpire le cinéma, quoi. Oui, je trouve que Spielberg est trop cantonné à du grand public, du divertissement, alors que franchement c'est quand même un très 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 grand réalisateur. Ouais. Il a touché à des choses assez différentes aussi, donc c'est intéressant. Mais Spielberg, c'est très bien aussi pour commencer. Ouais, mais après justement, du coup, par exemple Spielberg, il a fait, je crois, les 3 Indiana Jones. Oui, il a tous fait. Oui. Non, je crois pas le dernier. Si, le 4e, il l'a fait aussi. Il va pas faire le 5e. Tant pour moi. Mais après, Spielberg, en fait, j'ai l'impression que vu qu'il a fait tellement de grosses choses, tellement de gros films, que c'est beaucoup plus facile que t'as cherché des trucs un peu plus loin dans Spielberg, en fait. Vu que ça touche vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant avec Spielberg, c'est qu'il a fait tellement de choses que si t'as aimé un Indiana Jones, tu peux essayer d'aller voir ce qu'il a fait d'autres aussi, de beaucoup plus intimistes, indépendants, et c'est très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu plus épineux. Alors, rapidement, mais quand même, le milieu cinéphile. Parce qu'on ne peut pas parler de cinéphilie sans parler un minimum du milieu cinéphile. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire concernant ce milieu-là ? T'entends quoi exactement par milieu cinéphile ? Souvent, ce qu'on entend du milieu cinéphile, toi qui en es complètement en dehors frigo, on va faire très simple. Frigo, toi qui es complètement en dehors de tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque ? Après, c'est un peu tout, je crois qu'on a... Enfin, il me semble ce que Louis avait dit dans l'édito, c'est un peu genre le truc où être cinéphile, c'est genre, moi j'ai vu tous les films, peu importe ce que tu me dis, je connais tout. Donc toi, d'un point de vue extérieur, c'est ce que ça t'évoque. Après, mais je pense même dans le point de vue de tout le monde, un cinéphile, c'est vraiment quelqu'un qui va te prendre de haut parce que t'as pas vu un film du fin fond d'un truc asiatique dans les années 30. Alors que je pense pas non plus que ce soit ça, tu vois, mais je pense pour beaucoup de monde, en vrai, c'est comme ça, parce que justement, c'est
des petits détails en gros que toi t'as peut-être pas remarqué parce que bah, je vais pas dire tu t'y intéresses pas, mais tu portes pas spécialement l'œil dessus. Et du coup, tu te fais vite taper dessus parce que t'as pas. Comment dire ? Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont en double sens dans des films. Tu vas voir le truc que tout le monde peut comprendre, et si tu creuses un tout petit peu plus, comme on prenait l'exemple tout à l'heure de Tarantino, où bah, si tu vas chercher un peu plus loin, tu comprends encore mieux l'histoire, tu vois. Bah, si par exemple, t'as pas toutes les clés pour comprendre, bah, tu te fais aussi vite taper dessus parce que t'as pas tout compris, tu vois. Tu fais que tu sois pas un cinéphile averti. Ouais, donc, du point de vue extérieur, ça fait quand même une vision. Bah, ça fait un peu le vieux geekos dans sa chambre qui regarde plein de films, tu vois, tout aigri. Vous avez pas vu le dernier truc dans les années 30, c'était beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est cliché, mais c'est après là, c'est très vraiment partagé. Quand on te dit cinéphile aussi, c'est vraiment genre les pires trucs, tu vois. Après, sinon, ça va. Je pense qu'il y a un peu une sorte de cercle vicieux aussi, qui est engrainé par ce qu'on pourrait appeler des sous-groupes de cinéphiles. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent un malin plaisir à montrer qu'ils sont plus forts, plus intelligents, je ne sais quoi, que les autres parce qu'ils ont vu tel truc, et qui s'intéressent à des choses hyper pointues et tout. Et du coup, ça crée une image néfaste à une plus grande échelle de toutes les personnes un peu cinéphiles, ce qui fait que une recommandation parfois sans arrière-pensée peut vite être aussi mal prise, en mode c'est bon, enfin tu te crois mieux et tout. Et je pense aussi qu'il y a le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément cinéphiles, qui vont entretenir cette image en disant ouais, les cinéphiles aigris, vous savez faire que ça, alors que, enfin, regardez des films yougoslaves en noir et blanc de 4 heures, tu vois. Et ce qui est un ton méprisant aussi, tu vois, c'est hyper méprisant. Enfin, on peut s'intéresser au cinéma. Je sais pas, souvent c'est l'Europe de l'Est qui en prend plein la gueule, tu vois. Ouais. On peut s'intéresser au cinéma de l'Europe de l'Est en noir et blanc qui dure 3 heures sans être un gros con, tu vois. Et du coup, il y a un peu cette guerre entretenue, je pense, par des sous-groupes, parce qu'il y a des gens aussi qui sont très intéressés pour découvrir des choses et qui viennent te les demander, des gens qui recommandent des choses de manière tout à fait bienveillante. Mais je pense que c'est aussi l'apanage des réseaux sociaux de notre époque et tout. Ce qui prend le plus de place, c'est les extrêmes qui font le plus de bruit, tout ça. Et du coup, ça entretient cette image, d'une part, des cinéphiles méprisants, d'autre part, des moins cinéphiles méprisants aussi. Et c'est un peu dommage, parce qu'en soi, si tu parles avec les bonnes personnes, tu peux vite évoluer et grandir dans ta manière de voir les choses. Oui, parce qu'il y a aussi cette facilité quand on connaît peu le cinéma et de se dire oui, mais en fait ce qu'il me dit c'est méprisant et c'est aigri, et que c'est aussi un truc pour pas aussi se remettre en question. Et bon, je vais pas dire rester dans sa médiocrité parce que là, ça serait très grave enfin pas très grave, mais c'est pas vraiment ce que je pense. Mais il y a aussi un truc souvent ça existe aussi pas autant, je pense que je me perds un peu, mais autant les cinéphiles, pour beaucoup, on a un travail à faire sur nous, sur comment on attire les gens à la cinéphilie et ne pas faire du gatekeeping, en fait, tout simplement. Ne pas empêcher les gens de rentrer et garder ce milieu. Après, ça restera un milieu élitiste, qu'on le veuille ou non. Mais comment dire, quand même réussir à donner la main sans être méprisant et sans arriver de haut. Mais il y a aussi, je pense, de l'autre côté, c'est pas parce que on regarde quelques films qu'on connaît tout le cinéma. Et c'est aussi ce qu'on retrouve des fois. Alors, moi, je me considère pas comme un grand cinéphile, je me considère pas non plus comme ni l'un ni l'autre. Mais il y a ce truc de des fois, oui, moi je regarde ça, t'as rien à me dire, et je suis quand même un cinéphile, et parce que j'aime le cinéma et que je regarde que ça. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas aussi besoin des fois, alors là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais de ces cons-là, on va dire, pour ouvrir un peu les horizons, ou pas, je sais pas. C'est juste qu'il y a des manières de faire, en fait. Enfin, après, c'est vrai que il y a aussi le risque que si tu recommandes juste des films de manière toute gentille, personne n'aille jamais les voir. Mais je pense qu'il y a quand même des manières de faire envie. Récemment, là, il y a pas mal de plateformes, dont des plateformes gratuites qui proposent des films peut-être un petit peu plus poussés.
Donc c'est une manière d'attirer les gens, de dire tiens regarde, ça va rien te coûter, tu vas sur France TV, tu regardes un truc gratuitement, peut-être tu vas détester, peut-être tu vas adorer, mais ça va rien te coûter, tu vois. C'est un peu mieux que de dire oh lol, tu parles de film alors que t'as pas vu tel truc, tu oses dire que ça c'est le meilleur film du monde alors que tel truc existe. Enfin, je pense pas que le mépris soit la solution dans tous les cas, ça peut plus en dégoûter certains et justement renfermer ces cases de ceux qui n'aiment pas les cinéphiles, ceux qui n'aiment pas les non-cinéphiles. Et voilà, je pense qu'il y a des manières de faire en fait. Et d'ailleurs, sans me faire mon autopromo, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec l'asso. Dans nos ciné-clubs, on essaye de proposer des films qui soient à la fois accessibles, à la fois pas les trucs que tu vas retrouver dans une programmation de cinéma de manière normale, et qui font que on invite vraiment tout le public à venir et à découvrir ces choses, et du coup derrière à essayer de discuter avec eux et de faire avancer dans le bon sens. C'est ce qu'on fait aussi avec ce podcast. C'est exact. Le but aussi de ce podcast. Moi, j'ai rien à rajouter, vous avez tout dit. Donc, je voulais dire que donc, du coup, moi, je me faisais l'avocat du diable. Mais en soi, je pense que vraiment, comme tu disais, les mépris, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Mais ça ne sert à rien parce que ça m'arrive de voir des fois des gens qui font l'effort de rentrer dans le cinéma, qui découvrent certains films, etc. Et c'est vrai que quand tu as vu peu de films, tu vas peut-être souvent t'extasier, oui, c'est ça le mot, ouais. Devant des nouveaux films que tu as vus, qui te semblent pour toi vraiment être le plus grand film de tous les temps parce que tu n'as pas encore vu énormément de films, par exemple. J'ai pas d'exemple comme ça. Mais quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas trop le cinéma, qui va commencer, il va voir, donnez-moi un grand film, mais un peu tout public. Fight Club. Oui, Fight Club, et qui va arriver sur, par exemple, les réseaux sociaux et dire j'ai vu Fight Club, c'était vraiment incroyable, vraiment le plus grand film et tout. Déjà, cette personne, elle fait l'effort de s'intéresser au cinéma. Et oui, elle est au début, donc elle regarde Fight Club, elle trouve ça incroyable, mais avant d'être aigri comme vous l'êtes, vous avez vu Fight Club et vous avez sûrement trouvé ça incroyable. Donc, lui tomber dessus en disant non mais attends, t'es là en train de nous parler de Fight Club, ça n'a vraiment aucun intérêt. Non. Accompagner les gens, c'est ça. Oui, parce que là on est quand même face à des gens qui font quand même un minimum d'efforts. C'est sûr que si la personne elle ne regarde que des films du MCU, qu'elle ne pense qu'aux films du MCU et qu'elle ne veut rien voir d'autre, je dis pas que le mépris là est possible, mais je veux dire, si tu dis que le dernier Spider-Man est le plus grand film de l'année et qui mérite un Oscar et que vraiment c'est impossible de te faire dire autre chose parce que pour toi c'est incroyable, là évidemment ça sert à rien. La personne elle fera pas le pas d'aller dans la cinéphilie. Ouais, mais après, c'est juste parce que t'as pas envie de faire l'effort de voir autre chose ou juste de t'ouvrir à autre chose, en fait. Ça. Donc, en fait, ça sert à rien de perdre du temps avec eux. C'est pour ça qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Mais comme tu dis, les gens qui commencent en s'intéressant à des films très mainstream, personnellement, je suis passée par là. Quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, j'ai pris liste de classiques et je me suis mise à regarder Autant n'emporte le vent, les Fight Club, vraiment plein de films qui sont référencés, 12 hommes en colère, j'en sais rien, tu vois, plein de trucs comme ça. Et derrière, quand j'ai commencé à découvrir un truc un petit peu plus rare qui m'a bien plu, je me suis dit ça vaut peut-être le coup et tout. Et c'est pour ça que ces gens-là qui regardent plein de films, plutôt que de se moquer d'eux en mode lol, tu regardes le top 250 Allociné, faut dire ça cool. Ça fait quand même 250 films déjà. Déjà, et il faut dire cool, si t'as aimé ça, qui est un très bon film, peut-être pas le meilleur, mais voilà. Tu pourras peut-être aimer ça et l'orienter vers un truc qui va plus loin. Et c'est vrai que considérer qu'il y a des meilleurs ou des moins bons cinéphiles, c'est bête, parce qu'en fait, c'est juste qu'on est tous à différents stades. Et après, je pense qu'il faut savoir entendre aussi que certaines personnes ont plus de connaissances que nous, et c'est toujours parfois un peu dur de se confronter à ça. Tu vois, je sais pas, il y en a qui peuvent mal prendre ces recommandations, peut-être parce qu'elles sont maladroites aussi, mais en disant, de toute façon, je regarde ce que je veux, si j'ai envie de regarder 150 films du MCU, je les regarde et tout. Et oui, mais tu vois, faut aussi savoir être humble et te dire que les personnes-là, elles ont une culture vraiment plus vaste et qu'elles peuvent te recommander des choses intéressantes qui te permettront, d'à ton tour, élargir ta vision. Il y a des efforts à faire des deux côtés, je pense. Oui, donc quand Scorsese critique le MCU,
Il a peut-être tort, mais ça reste Scorsese. Il travaille dans le milieu depuis bien longtemps. Donc peut-être que juste dire que c'est un aigri qui n'aime pas le MCU, c'est un peu bête, quoi. Et d'ailleurs, il critique le système de production. Oui, encore une fois. Non mais oui, c'est pas forcément bien les qu'il a les films. pieds dedans. C'est le système de production qui l'amène, qui critique. C'est pareil que Coppola. Enfin, les gens leur sont tombés dessus, mais il faut qu'ils arrivent à prendre du recul et à comprendre qu'ils critiquent pas les spectateurs. Ils critiquent la manière de voir le cinéma par les boîtes de production, la manière de faire des films. Et effectivement, c'est des gens qui ont quand même du métier, qui ont quand même une carrière hyper impressionnante. Et il faut essayer de comprendre ce qu'ils disent, pourquoi ils sont frustrés par l'offre actuelle. Et de pas rester sur leur position. Enfin, je pense que Martin Scorsese, personnellement, il s'en fout de ceux qui aiment Spider-Man, tu vois. Juste, il s'en fout pas que maintenant, il soit obligé d'aller chez Netflix ou chez Apple TV pour trouver des sous pour ses prods, quoi. D'ailleurs, Coppola est revenu sur ses propos par rapport à Marvel. Il a dit qu'il aimait bien les films, quand même. Non, mais voilà, il a dit qu'il avait bien aimé Deadpool. Ah ouais? Ouais. Oh, pourquoi Alors pas. que c'est extrêmement mauvais, mais bon. Bah écoute, si Coppola aime bien, pourquoi pas, hein. Tu disais tout à l'heure, si t'as pas vu tel film ou je sais pas quoi, c'est pas obligé de connaître les bas-fonds des bas-fonds pour être un cinéphile de fou, quoi, en gros. Oui, parce que encore une fois, on peut pas tout connaître. Bah, c'est impossible. C'est impossible, c'est ça, on est d'accord. Vu qu'on est tous, on n'a pas les mêmes préférences ou on n'aime pas les mêmes choses, dans tous les cas, il y a un film que je vais adorer, que tu vas détester, et inversement, et on va pas aller s'orienter vers les mêmes choses. C'est vrai. Peut-être des choses à dire? Des confidences? Non. Moi, non, ça va. Rien à dire de bien particulier. Et pour conclure sur ça, d'ailleurs, généralement, les experts en cinéma, des gens qui ont fait vraiment des études là-dedans, qui donnent des conférences et tout, sont spécialisés dans un genre ou une période ou même un réalisateur parfois, parce que c'est impossible d'être expert de tout, donc généralement ils se spécialisent dans le truc qui leur parle le plus, et je trouve que c'est un assez bon reflet de dire il y aura toujours quelqu'un qui s'y connaîtra plus que nous dans la plupart des genres, des pays, des époques. Et du coup, il faut vraiment faire en fonction de ce qui nous plaît, nous, aller là où ça nous plaît. Et bien sûr, tout en restant curieux, mais ça sert à rien de vouloir tout connaître sur tout, tout savoir, être meilleur que tout le monde, parce que ça n'arrivera jamais, quoi. Oui, maintenant que cette discussion est terminée, on va passer au film du Letterboxd. Alors, comme on vous l'avait dit dans l'épisode de présentation, on a un Letterboxd du Studio 7. Et chaque double épisode, parce que donc chaque épisode aura un deuxième épisode. Enfin bon, je vous la refais pas. Enfin si, je vous la refais parce qu'en fait c'est le premier épisode, donc il faudrait peut-être le refaire. Mais en fait, donc on aura, donc là c'est le premier épisode sur la cinéphilie qui va découler sur un second épisode. Et ces deux épisodes seront chapeautés par 4 films sur Letterboxd, donc un choisi par chaque personne ici. Et donc là, on va vous présenter chacun le film qu'on a décidé. Enfin, vous présenter, juste vous dire en fait quel film on a décidé. Peut-être que ça pourra avoir un intérêt pour vous, pour le découvrir ou juste comme ça. Donc à toi, Frigo, quel film t'as choisi et comment tu le relis au thème? Et du coup, j'ai choisi Mon voisin Totoro. Et que c'est le film que je me souviens du coup de plus loin, ou qui m'a du moins le plus marqué quand j'étais petit en salle en fait. Après, je pense que énormément de gens ont vu Mon voisin Totoro. Oui, mais c'est quand même un gros film, tu vois. Mais oui, après les films Letterboxd sont moins. Oui, non, mais c'est pas. Je suis d'accord. Mais après, moi, j'ai choisi ce film-là. Oui, voilà. C'est vraiment le plus grand souvenir que j'ai, je pense, de cinéma tout court. Ok. Voilà. Louis, c'est quoi ton film? Alors moi j'ai choisi Le Troisième Homme de Carol Reed. Pas par rapport au fait que ce soit le premier film que j'ai vu au cinéma ou forcément que c'est un coup de cœur dans ma cinéphilie. Non, c'est parce que c'est le dernier que j'avais vu au cinéma avant le deuxième confinement, en 2020. Et je l'avais vu du coup pendant le festival Lumière. Et il m'a marqué, il m'a rappelé pourquoi les salles de cinéma sont importantes dans ma vie de cinéphile, mais pour le film en fait aussi. Et pour une image surtout, c'est l'apparition d'Orson Welles dans le film. Voir Orson Welles sur grand écran, ça m'a fait quelque chose. Et ça
ça a réchauffé mon petit cœur de cinéphile, parce que j'aime beaucoup Orson Welles. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Orson Welles. C'est un immense réalisateur qui a joué aussi dans ses films. Et vous le connaissez sans doute pour le canular qu'il avait fait, La Guerre des Mondes, à la radio. Et Orson Welles, voilà, immense acteur et réalisateur. Et quand tu le vois sur un grand écran de cinéma, ça fait quelque chose. Et du coup, le fait que le film soit le dernier film que j'avais vu avant la fermeture des cinémas, pendant les confinements, bah voilà, ça m'a fait quelque chose. Il reste dans mon petit cœur et me rappelle pourquoi les salles de cinéma sont importantes. Et notamment pour ce genre de films, les vieux films au cinéma. Et ben c'est magique, en fait. Il y a quelque chose de magique à voir ces vieux films au cinéma. Si vous avez l'occasion de voir du patrimoine au cinéma, effectivement, il faut foncer, parce qu'il y a des claques qu'on se prend comme ça, et ça peut vraiment être apporté par ce biais. Et pour la petite anecdote sur Orson Welles, je pense que son film le plus connu, c'est Citizen Kane, qui est considéré par beaucoup certains critiques ou certains groupes de critiques comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. Et Orson Welles, c'est quand même un mec qui a fait Citizen Kane alors qu'il n'y connaissait rien au cinéma. Il venait du théâtre à la base. Il avait quoi, genre 23-24 ans? Et ouais, c'est ça, à peu près. Il était très jeune et il a révolutionné le cinéma. Il a fait un truc incroyable alors qu'il n'avait jamais touché une caméra, quoi. Et que c'était un petit blagueur, quoi. Vraiment, son canular qu'il a fait à la radio, où il a repris le livre La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Et il a fait peur à l'Amérique entière en leur faisant croire que des vaisseaux extraterrestres arrivaient. Je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. Et pareil, et c'était avant Citizen Kane. Et quelques années après, il te pond Citizen Kane, c'est incroyable, quoi. Il a une très bonne carrière, moi j'aime beaucoup Orson Welles. Pauline, c'est quoi ton film? Alors le film que j'ai choisi, j'en ai déjà parlé là, dans l'épisode, j'ai pris Danse avec les loups, hein, comme j'ai expliqué, c'est voilà, mon papa qui avait acheté la VHS dans une brocante. J'ai découvert ça, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans peut-être, et je vois ça sur une télé, une petite télé, et la claque incroyable, je m'en suis jamais remise, je crois. Et du coup je pense que je l'ai choisi parce que c'est mon plus vieux souvenir, je pense, de claque et de avoir eu le sentiment d'avoir vu un grand film. Mais non, j'y pense, je crois que je l'ai vu aussi à l'école en cours d'anglais. Donc finalement, on voit quand même pas que des mauvais films à l'école. Hein. Mais il faut vraiment pas sous-estimer la capacité des profs à emmener leurs élèves vers des choses très intéressantes. Enfin, moi, mes profs de français ont vraiment été quelque chose des personnes importantes, je pense, dans ma cinéphilie. Généralement, elles amènent vers des adaptations de littérature ou ce genre de choses, mais vers des très bonnes choses. Moi, j'avais vu La Cérémonie de Chabrol, j'en ai parlé tout à l'heure, et vraiment, tout le monde dans ma classe avait trouvé ça un peu naze, alors que c'est un excellent film, quoi. Je trouve qu'ils sont meilleurs pour choisir des films que des livres, hein, pour le coup. Où les livres, c'est souvent un petit peu compliqué. Ça dépend. Ouais, mais après, quand t'es au collège, t'as pas le choix, en fait, des livres que tu dois donner, en fait. Bah oui, mais c'est pour ça un programme, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, les films, pardon, c'est totalement libre. Parce que souvent, c'est fin d'année, une télé qui se ramène dans ton cours. Et tu regardes Matrix en philo. Et tu dors. Après, Matrix, c'est vraiment... Les profs de philo adorent Matrix, quoi. Ouais. Bon, ils ont bon goût, quand même. Et toi, Deka, c'est quoi ton film? Alors moi, j'ai choisi un film récent, le West Side Story de Steven Spielberg. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est Steven Spielberg et qu'au niveau de la cinéphilie, c'est quand même pas rien. Je pense qu'enfant, on a tous vu soit dans la mer, soit E.T., Jurassic Park, Indiana Jones, Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, donc Frigo disait non de la tête sur tous. Il a quand même dit oui il y a un moment. Donc, et je n'ai vu que Indiana Jones dans toute cette citation. Mais après, il a fait tellement de choses. Je pense que on est tous tombés à un moment sur un Spielberg. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et donc, pour ce qu'il apporte au cinéma et pour le monument que c'est, j'avais envie de choisir ce film. Mais aussi parce que c'est un remake du West Side Story de Robert Wise et Jérôme Robbins, de 1961. Donc, si vous avez aimé ce film, ça peut aussi vous permettre de voir des films plus vieux. Et donc, ça lie aussi à une histoire du cinéma. Et donc, pour ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu l'as vu, le West Side Story de Robert Wise? Ouais. Et je l'ai vu au cinéma, en plus. Oh, la chance.
Ouais. Bon, c'était pas la meilleure séance pour des raisons, je ne parlerai pas ici, mais mais le film est incroyable. Mais j'avoue, alors je sais pas si je vais me faire des ennemis ou quoi, mais j'ai préféré celui de Spielberg. Je l'ai pas vu celui de Spielberg. Moi j'adore celui de Robert Wise déjà de base. Donc... Mais bon, les deux restent des très grands films, je trouve, hein, le West Side Story de Spielberg. Parce que j'avais envie de parler juste 2 secondes des comédies musicales, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les comédies musicales, mais souvent, plus j'en regarde, plus j'ai l'impression que c'est vraiment un genre de film qui se retransmet vraiment trop bien au cinéma, quoi. C'est vraiment un genre qui permet des choses de mise en scène, des utilisations de couleurs, de tellement de choses. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, ça peut... Pour le scénario, des fois, on va accepter plus facilement peut-être des facilités, je trouve, dans les comédies musicales, parce que ça reste une comédie musicale. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau de la technique et au niveau de ce qui est montré en couleurs, en lumière, en mise en scène, je trouve que c'est le genre... En fait, plus je réfléchis, et plus je pense que c'est le genre le meilleur pour s'exprimer, dans lequel le cinéma s'exprime le mieux, en tout cas dans la forme. Alors, je sais pas si vous êtes... Je suis complètement d'accord, mais... proposition et teasing d'un épisode de comédie musicale. Peut-être. On va teaser 25 épisodes. On va en avoir 32 à préparer. Est-ce que ça sent que j'ai hâte de réenregistrer tout plein d'épisodes et de parler et tout. Non, mais pour revenir à ce que tu dis sur le fait que beaucoup de personnes disent « je n'aime pas les comédies musicales », je trouve que c'est une posture un peu facile, souvent, de personnes qui n'en ont peut-être pas beaucoup vu. Parce qu'en fait, les comédies musicales, c'est extrêmement diversifié. Enfin, tu peux voir des choses... quand même, c'est vrai qu'il y a un peu ce cliché du truc romantique qui certes est beaucoup présent dans les comédies musicales, mais tu peux aussi voir beaucoup de choses et effectivement c'est extrêmement intéressant en termes de mise en scène. Ça emprunte beaucoup évidemment au théâtre puisque les comédies musicales ça se joue aussi sur scène et c'est quelque chose de justement de magnifique pour voir ce que le cinéma apporte à une histoire, apporte à quelque chose qui peut déjà exister au théâtre, voilà. Et ça permet des fulgurances. Et en soi, ça permet vraiment, voilà, le West Side Story de Spielberg, clairement, en termes de mise en scène, c'est ce qu'il a fait, c'est faramineux. Et en ça aussi, je pense qu'on aime ou pas, on peut peut-être remercier Damien Chazelle avec La La Land. J'allais en parler, oui. Qui a beaucoup remis au goût du jour la comédie musicale. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ah, d'habitude, j'aime pas les comédies musicales, mais La La Land, c'était quand même super bien. » Et en fait, La La Land, ça puise toutes ses inspirations, à la fois chez Stanley Donen et chez Jacques Demy, tu vois. Et du coup, t'es là, mais si t'as aimé La La Land, c'est sûr que t'aimeras Chantons sous la pluie. Et en fait, c'est bien qu'il y ait ce genre de réalisateurs qui remettent au goût du jour un genre peut-être un peu injustement méprisé par le grand public, parce que beaucoup de cinéphiles adorent les comédies musicales. Ah, mais il y a quand même des cinéphiles, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais il y a quand même des cinéphiles qui sont ouverts sur tout, mais qui quand même refusent la comédie musicale. Hein. Oui, mais comme il y en a qui refusent aussi l'animation. Oui, mais j'ai l'impression que la comédie musicale, quand même, il y a quand même un truc de... Ah oui, j'aime bien le cinéma, mais c'est vrai que quand ça commence à chanter dans les rues et tout, franchement, c'est pas pour moi, quoi. Et je trouve ça tellement dommage, parce que même si vous aimez le cinéma, ok, vous n'aimez pas que ça chante, il n'y a pas de problème, mais juste regardez ce qui est fait en mise en scène et en couleurs. Enfin, le West Side Story de Spielberg, au niveau des couleurs, je trouve il est magnifique, quoi. La scène de America. J'y pensais. Mais évidemment, elle est incroyable. Et je la trouve d'ailleurs meilleure dans celui de Spielberg que dans celui de Wise, parce que c'est plus grand, on va dire. C'est tout en fois. Bah, en fait, la comédie musicale, c'est ça. Tu peux tout te permettre quand tu fais une comédie musicale, parce qu'en fait, à partir du moment où tu acceptes que des personnes se mettent à chanter dans la rue, tu peux accepter n'importe quoi. Et c'est en ça que tu peux vraiment te permettre des grandes envolées, le fait d'avoir des centaines de figurants qui débarquent de nulle part, juste pour une chorégraphie et qui après se partent. Et c'est ça qui amène ces propositions super intéressantes. Et je comprends que ça puisse repousser dans le sens où c'est une immersion différente, parce que c'est pas une histoire ultra réaliste et tout. Mais après, j'en sais rien, la science-fiction, tu vois, c'est pas réaliste non plus, et ça n'empêche pas que tu puisses adhérer à un film de science-fiction
ou un film d'horreur ou je ne sais quoi d'autre, tu vois. C'est juste un genre différent, mais qui peut proposer des histoires aussi très différentes. Donc, mais c'est vrai qu'un épisode sur les comédies musicales, un jour, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ah, mais moi, j'ai vraiment tout à découvrir en comédie musicale. Hein. Mais c'est là très récemment, du coup, j'ai vu La La Land, bon, comme beaucoup. J'ai vu ce West Side Story, celui de Spielberg, celui de Wise. Et je me rappelle que j'avais vu Les Demoiselles de Rochefort à l'école encore. Vraiment, je faisais que regarder des films à l'école, je crois. Mais en fait, je crois qu'il y a tellement de choses à découvrir dans les comédies musicales. Mais j'ai l'impression quand même que ça revient un peu et c'est cool, ça fait plaisir, quoi, parce que c'est magnifique, c'est feel good très souvent. Vous avez envie de passer un bon moment, d'avoir des musiques qui vous restent en tête pendant des mois. Oui, ça donne pas envie peut-être, mais enfin, franchement, regardez les comédies musicales, c'est génial. Et regardez West Side Story de Spielberg, vraiment, c'est très bien. Bon, et ben je crois qu'on va pouvoir conclure. Avant ça, on va peut-être donner nos réseaux sociaux. Alors, on est présent sur Twitter, sur Instagram et sur Letterboxd. J'oublie rien ? Non, c'est tout pour l'instant. Alors sur Twitter, Instagram, le nom est Studio7 en chiffres _podcast. Et sur Letterboxd, vous pouvez nous trouver Studio7 en chiffres, voilà, tout simplement. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Et donc, voilà, il n'y a pas de souci si vous voulez nous retrouver. Donc pour l'instant, vu que ça débute, on n'est pas encore des plus actifs sur les réseaux, mais ça va venir. Donc voilà, et on vous dit du coup à la prochaine, pour le prochain épisode, donc du coup qui sera le deuxième épisode sur la cinéphilie. Et dans cet épisode, on traitera de films qui traitent de la cinéphilie en fait. Cut.